20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Yaya Jammeh décrète l'état d'urgence en Gambie. Le président sortant invoque un niveau d'ingérence étrangère sans précédent. Une déclaration télévisée faite à 2 jours de l'investiture prévue de son successeur élu, Adama Barrow, et qui certainement va semer davantage la panique à Banjul. Banjul qui se vide d'ailleurs progressivement de ses habitants. Plusieurs centaines de Gambiens fuient le pays pour trouver refuge au niveau de la frontière, mais aussi de la capitale sénégalaise. À la gare des Beaux-Maraîchers à Pékin, près de 700 Gambiens sont arrivés par la route selon des transporteurs que vous entendrez au cours de cette édition. La cession de la compagnie sucrière sénégalaise et des industries de farine à Fort-Afrique à un industriel marocain font polémique. Avec à la clé cette question, les privés sénégalais ont-ils ou auraient-ils eu les moyens de racheter ces entreprises qui datent pour certaines d'avant l'indépendance? Élément de réponse, ce sera également au cours de cette édition. Séance d'entraînement des Lions au lendemain de leur victoire face à la Tunisie. Les Gaïnés se sont entraînés au stade de Bongoville. Une séance de projection et de préparation de leur prochain match, ce sera jeudi prochain face au Zimbabwe. Et puis l'invité du 20h, il s'agit de Chérif Atta-Bodjan, membre du collectif des cadres casamançais, interrogé par Antoine Diouf. Une interview à suivre tout de suite après cette édition. Voilà pour les titres, le développement à présent. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous l'annonçais tout de suite en titre. Yaya Jammeh fait de la résistance et décrète l'état d'urgence. Le président sortant se justifie en invoquant une ingérence étrangère trop forte. Et voilà la Gambie de nouveau plongée dans l'impasse avec d'une part un président qui s'entête à rester au pouvoir et un autre qui affirme qu'il va bien prêter serment le 19 janvier prochain. Les derniers développements de l'actualité concernant la crise en Gambie, c'est avec Daniel Diouf. C'est un nouveau subterfuge du président sortant Yaya Jammeh. Encore un moyen trouvé pour empêcher son remplacement et donc l'investiture du président nouvellement élu, Adama Barrow. Yaya Jammeh qui déclare l'état d'urgence 2 jours avant la fin officielle de son mandat. Selon nos confrères de RFI, Jammeh invoque un niveau d'ingérence étrangère exceptionnel et sans précédent dans le processus électoral de son pays. Yaya Jammeh fait cette annonce au moment où le Nigeria et les autres pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest préparent une intervention militaire au cas où il refuserait de quitter le pouvoir, selon nos confrères de BBC Afrique, qui informent par ailleurs que le Nigeria a déployé son navire de guerre le plus récent, dénommé Unité NNS, en prélude à une éventuelle intervention militaire en Gambie. Une source militaire nigériane a déclaré à la BBC que le navire de guerre navigue actuellement au large des côtes du Ghana en direction de la Gambie. Le week-end dernier, les chefs militaires des pays d'Afrique de l'Ouest se sont rencontrés pour discuter d'un plan de déploiement d'une force militaire en Gambie. La stratégie arrêtée aurait reçu l'aval des Nations Unies et de l'Union africaine. L'Union africaine avait déjà annoncé d'ailleurs le 13 janvier qu'elle cesserait de reconnaître Yaya Jammeh comme président à compter du 19 janvier. Reste à savoir que vaut juridiquement un état d'urgence décrété par un président encore en fonction que pour 3 jours. À 24 heures de la supposée fin de règne de Yaya Jammeh, les Gambiens sont très nombreux à Medina Taïbatou, un village religieux situé dans la commune de Bogal. Sur place, les autorités administratives annoncent la forte présence des militaires, de la gendarmerie, mais aussi de la police, surtout le long de la frontière. Le programme alimentaire mondial, l'UNICEF, mais aussi la Croix-Rouge se disent prêts à soutenir ces familles sénégalaises qui ont hébergé les réfugiés gambiens. Les détails avec nos correspondants à Sénoba, Medina Taïbatou au Sénégal et Diara Soma en Gambie. Bakary Konté et Salah Samb. La population du Kabada a doublé ces derniers jours. Les Gambiens ont envahi l'arrondissement de Bogal. Il doit partir et nous laisser en paix. S'il ne quitte pas, il va mourir. Le prophète Mohammed, paix, salut sur lui, le plus puissant, pouvait vivre jusqu'à l'infini. Mais le bon Dieu ne l'a pas fait. Nous voulons la paix puisqu'on entend un conflit. Alors nous avons fui. Moussa Sissé, ingénieur en génie civil, il habite à Bouko, en Gambie. C'est vraiment dommage. C'est dommage.
désolé, on est tellement désolé de voir une telle situation, de voir la situation se dégénérer dans une telle ampleur. Vraiment, en ce qui me concerne, je crois qu'il n'y aura pas la paix sans justice. Il demande à Yaya Jammeh de quitter le pouvoir. C'est inévitable, il faut qu'il parte. Bon, la situation qui s'est présentée, il est devenu presque impossible pour lui de régner. À Médina Taïbatou, le khalife a bien installé ses Gambiens. La Gambie est la Casamance, la Gambie c'est le Sénégal, la Gambie c'est le Kabada. Ce sont nos parents. Nous faisons tout pour les satisfaire, accompagnés de prières. L'État du Sénégal a pris toutes les dispositions nécessaires. Je peux dire ici que, en tout cas, le long de la frontière, déjà nous avons toutes les forces de sécurité et de défense qui sont quotidiennement le long de cette frontière-là. On est même en train de prendre des dispositions pour la sécurité sanitaire, c'est aussi important parce que c'est des populations qui nous viennent d'autres pays. Et l'État aussi, avec ses partenaires, le PAM, la Croix-Rouge, est en train effectivement de faire un travail pour mieux recevoir ces personnes-là. À Médina Taïbatou, les prières se multiplient pour que la paix revienne en Gambie. Nous restons avec la Gambie et de l'autre côté de la ligne, Alioune Tine, directeur exécutif d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Monsieur Tine, bonsoir. Bonsoir, c'est le directeur régional d'Amnesty International. Oui, directeur régional, autant pour moi, Monsieur Tine. Alors, la Gambie de nouveau plongée dans l'impasse, on va dire, avec Yaya Jammeh qui vient de surprendre encore une fois tout le monde en décrétant l'état d'urgence pour au moins 3 mois. Le président s'entête à quitter le pouvoir, alors qu'un autre s'apprête à prêter serment. Pensez-vous qu'il y aura bel et bien cette prestation de serment le 19 janvier prochain? C'est bien malin celui qui pourra prévoir ce qui va arriver le 19 janvier prochain. Ce qui est sûr, c'est qu'on assiste encore une fois à une nouvelle escalade de la part de Yaya Jammeh, avec vraiment cet état d'urgence dont on n'avait pas besoin dans le contexte actuel de beaucoup de tensions, où nous voyons vraiment la peur de beaucoup de gens qui sont en train de quitter le pays par milliers. Et puis, avec tous les risques, les principaux risques, c'est une crise humanitaire qu'il faudrait peut-être anticiper. Nous saluons les efforts des élus locaux qui vraiment accueillent les gens qui viennent de la Gambie, les populations, qui leur offrent à manger, mais je pense que ce n'est pas suffisant. Il faut que l'État et surtout les institutions onusiennes vraiment prennent le relais et vraiment anticipent réellement cette crise. Nous condamnons l'état d'urgence. L'état d'urgence n'arrange rien. L'état d'urgence va ajouter à la tension, à la confusion et peut-être même à la violence. Nous la dénonçons et nous demandons à Yaya Jammeh de lever l'état d'urgence dans les meilleurs délais pour permettre à ce que les libertés fondamentales s'expriment, à ce que le dialogue également puisse continuer, surtout quand même les efforts diplomatiques qui sont faits par les uns et les autres. Ce n'est pas seulement la CEDEAO, mais il y a d'autres pays également qui s'impliquent dans ces efforts diplomatiques, qui ne peuvent pas être aujourd'hui vraiment porteurs de fruits et de succès dans le cadre de l'escalade et de la tension. Alors, nos confrères de la BBC annoncent l'affrètement d'un navire de guerre par le Nigeria. Comment appréciez-vous cette déclaration? Pensez-vous que la solution diplomatique n'est plus privilégiée actuellement par les médiateurs et qu'il faut s'attendre désormais peut-être au pire? Il est évident qu'au train où vont les choses, il est évident que la CEDEAO va peut-être appliquer la résolution qui a été prise. Ça veut dire peut-être faire les efforts diplomatiques, mais à partir du 19, si ce n'est pas réglé, peut-être avoir recours à autre chose. C'est pas vraiment ce qui est souhaitable. Vraiment une intervention armée, je le dis en toute sincérité. Vraiment, on souhaiterait que, franchement, on n'en arrive pas à une intervention armée dans la sous-région. Maintenant, je ne sais pas ce qu'il faut faire, comme vous dites, il y a une véritable impasse dans la sous-région, mais espérons d'ici le 19, peut-être un miracle pourrait avoir lieu, et puis souhaitons qu'il y ait un miracle. Comment ça va arriver, on ne sait pas. Bon.
C'est vraiment inquiétant. Mais d'ores et déjà, notre souci aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les populations qui quittent puissent être accueillis, puissent être dans de bonnes dispositions et surtout les enfants, il y en a beaucoup qui ne sont pas accompagnés, qui ne fassent pas vraiment l'objet de trafic. Vraiment, et puis en demandant encore très fortement à Yaya Jammeh de lever l'état d'urgence et vraiment de créer les conditions d'un succès, d'une sortie de crise pacifique. Merci beaucoup Alioune Tine, directeur exécutif d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Et comme vous avez eu à le voir sur ces images, les Gambiens débarquent au Sénégal en grand nombre à la gare des Beaux-Maraîchers de Pékin où s'est rendu notre reporter. Eh bien, près de 700 réfugiés sont arrivés dans la capitale sénégalaise dimanche dernier, selon les chauffeurs qui assurent l'itinéraire Karang-Dakar, et l'arrivée de nos voisins semble se poursuivre. Vous allez le constater dans ce... Cet élément a quelques petits soucis. Nous n'excluons pas d'y revenir certainement avant la fin de cette édition. Nous poursuivons toujours donc avec nos concitoyens qui quittent la Gambie pour se réfugier au Sénégal. Ces personnes laissent généralement tout derrière elles au nom d'une seule chose, la sécurité. La rédaction de la TFM est allée à la rencontre d'une d'entre elles. Elle s'appelle Maye Sek. Elle est coiffeuse et est revenue à Dakar depuis le 26 novembre 2016. Son salon, son équipement, elle a tout laissé en Gambie. Actuellement, la trentaine en bandoulière. Elle vit chez ses parents à la cité avion de Ouakam et n'a plus aucune activité. Son parcours est retracé par nos reporters Maïmouna Ndiaye et Tierno Laurent Mendy qui l'ont rencontré. 7 mois passés en Gambie, rêve brisé. Retour au Bercail. Maye Sek, coiffeuse, a tout laissé au pays de Yaya Jammeh. Pourtant, elle s'en sortait après des débuts difficiles. C'est une cousine installée en Gambie qui m'a demandé de venir. Et c'est elle d'ailleurs qui a insisté afin que je vienne exercer ici mon métier de coiffeuse. À mes débuts, les Gambiennes ne me faisaient pas confiance du tout. Mais au fil du temps, j'arrivais même à me déplacer chez elles pour les coiffer. Retour hâtif, heureusement pour elle, ses parents sont là pour l'épauler. Au début, j'avais prévu de rester au moins 2 ans en Gambie pour gagner pleinement ma vie. Mais comme il n'y a plus de sécurité, je suis revenue à Dakar. Les populations gambiennes étaient tellement traumatisées avant la présidentielle. Et moi, j'étais assez avertie. Je ne pouvais plus rester. Là, je suis tranquille quand je pense aux Gambiennes qui n'ont pas de famille, alors que j'ai la chance d'avoir ma mère et mon père à mes côtés. L'espoir est toujours là. La passionnée de la coiffure compte bien un jour retourner en terre gambienne. Je veux bien refaire ma vie au Sénégal, mais j'ai quand même grand espoir que la paix revienne en Gambie d'ici la fin du mois, Inch'Allah. 35 ans, mère d'une petite fille de 11 ans, Maye Sek souhaite de tout cœur que le calme revienne pour poursuivre ses activités. Alors, vous venez de le voir, retour au bercail donc de nos concitoyens qui vivent en Gambie. À travers ce reportage, la crise politique fait craindre également le pire aux Gambiens qui quittent également pour rallier le Sénégal. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, section Sénégal, ne veut toutefois pas encore parler de réfugiés ou déplacés. Le HCR prévoit tout de même des dispositions pour soutenir les autorités locales sénégalaises si jamais la situation empirait. Aminata Mbaresso, Modou Diop, reportage. Face à la crainte d'une alternance mouvementée, des milliers de Gambiens fuient et arrivent au Sénégal. Une présence beaucoup plus remarquée dans les villes frontalières. Ce qu'on a constaté surtout, c'était des enfants qui étaient accompagnés par des jeunes femmes et qui sont en train de fuir à titre préventif. On les remarque surtout au niveau de la zone de Kaolack, au niveau de la région de Ziguinchor et
quelques rares cas au niveau de Dakar. Un flux important de personnes en provenance de la Gambie se retrouve dans les familles sénégalaises. Au niveau du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, une aide n'est pas encore envisagée pour ces déplacés. Ceux qui ont déjà traversé la frontière, qui ont fui, sont dans des familles d'accueil ou dans leur propre famille, ici au niveau du Sénégal. Et pour le moment, on n'a pas encore senti la nécessité d'apporter cette assistance que vous venez de mentionner. Des dispositions particulières sont tout de même en train d'être mises en œuvre en cas de débordement en Gambie. Bon, on a déjà eu des missions qui sont allées sur le terrain, dans la zone de Kaolack, dans la zone de Tamba et Ziguinchor, pour essayer d'évaluer la situation, pour voir, essayer d'avoir des informations sur le nombre de personnes qui est en train de traverser, sur le profil. Ensuite, il y a des équipes techniques aussi qui sont sur le terrain pour essayer d'identifier des sites pour éventuellement, si on se retrouve dans une situation de crise, pour voir où est-ce qu'on va les mettre. On a des équipes qui sont au niveau des frontières et qui vont nous alerter le moment venu. Depuis l'éclatement de la crise politique, des Gambiens se trouvent au Sénégal, mais le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés dit ne pas disposer de chiffres exacts sur le nombre. L'investiture prochaine d'Adama Barrow, une actualité très suivie par l'opinion internationale. Sidi Sané, ancien ministre gambien des Affaires étrangères et par ailleurs ambassadeur de la Gambie au Sénégal, revient sur l'importance de cette investiture pour son pays, même s'il évoque quelques obstacles qui peuvent subvenir à l'organisation de cet événement. Je vous propose de l'écouter dans ce reportage signé Ibou Diouf. La Gambie, la CEDEAO, tout comme l'opinion internationale, tout le monde retient son souffle. La date du 19 janvier est un jour important dans l'histoire de la Gambie, avec cette fois l'investiture du président élu. Le Nigeria a dit que le juge, jusqu'à le mois de mai ou bien le mois de novembre. Avant ça, ce n'est pas possible. J'ai dit, de toute façon, il faut que nous cherchons une solution. Que le mandat de Jammeh termine le 18 janvier. Les Gambiens juges gambiens qui sont très capables de faire cette investiture. Il ne manque pas d'obstacle à cette investiture du président Adama Barrow. Le président Yaya Jammeh a encore une main mise sur certaines institutions. Les obstacles sont toujours là. Ils sont toujours là parce que Jammeh est très difficile maintenant. Les accès, il a bloqué tous les accès. Il a bloqué tous les accès aux institutions. Ça, c'est difficile maintenant. J'ai dit, de toute façon, il faut que nous cherchons une solution. Les appels des Gambiens et de sa diaspora fusent de partout avec l'envie de voir le nouveau président élu s'installer en paix au pouvoir. Le Sénégal va nous accompagner dans cette mission. Et puis le CEDEAO, ils sont tous venir le 19 pour l'investissement de Barrow. Le 19 janvier est un jour fatidique pour le peuple gambien. L'opinion internationale, elle aussi, suit de près l'actualité post-électorale en Gambie pour une transition en paix. Transition en paix, vous l'avez dit, Ibou Diouf, l'association Diamato Ibadou Rahman prône le dialogue pour la résolution de la crise en Gambie. La solution ne passera pas par les armes. C'est la conviction du vice-président Amir Ahmed Dia qui s'exprimait lors du 11e congrès ordinaire qui a vu l'élection d'Abdoulaye Lam. Nous l'écoutons. Nous acheminons pendant ces 5 ans à renforcer notre spiritualité et à aider les Sénégalais qui veulent à renforcer leur spiritualité pour mener des actions. C'est Dieu qui nous a demandé de mener des actions. Donc nous menons à mener des actions à l'endroit de nos frères du Sénégal, qu'ils soient musulmans, qu'ils ne soient pas musulmans. Le Sénégal, c'est la Gambie. La Gambie, c'est le Sénégal. Donc vous ne pouvez pas avoir de problème en Gambie. Le Sénégal reste des bras croisés ou que le Sénégal n'ait pas de problème. Ce n'est pas possible. Donc nous, Sénégalais, nous devons militer pour la paix en Gambie. Nous devons démarcher pour la paix en Gambie. Donc nous saluons les démarches du président de la République en faveur du dialogue au lieu d'utiliser la force.
Et nous refermons le chapitre de l'actualité relatif à la Gambie pour parler cette fois-ci de l'actualité politique ici chez nous au Sénégal, en tournée dans les différentes commissions d'établissement de cartes biométriques dans le département du Rufisque. Le ministre de la Pêche et de l'économie maritime, par ailleurs coordonnateur de l'Alliance pour la République, a plaidé pour le renforcement des commissions au regard de la forte affluence des populations. Le maire de Sangalkam pense qu'il faut nécessairement accroître le nombre de commissions. Que je propose d'écouter au micro de Béra Diagne. Nous constatons qu'il faut effectivement augmenter les commissions. Ça, c'est une nécessité absolue parce que si nous prenons l'ensemble des inscrits à la date d'aujourd'hui et si nous faisons une règle de 3 par rapport à là où nous devons aller à fin mars, il faut nécessairement augmenter les commissions, et augmenter les machines, les ordinateurs, et faire en sorte que les commissions travaillent un peu plus longtemps dans la journée. Leur capacité d'inscription vont de 80 à 130. Donc il faut essayer de voir les commissions qui parviennent à avoir 130 par jour, comment elles font, et faire en sorte que ceux qui n'arrivent pas à avoir ce nombre d'inscrits, comment faire en sorte qu'elles puissent avoir ce nombre d'inscrits. Un programme spécial pour la banlieue qui représente un bastion électoral, c'est ce que réclame le mouvement Banlieue en marche. Cette nouvelle structure qui veut se départir de la politique politicienne compte unir les forces vives de la banlieue pour faire de son développement une priorité. Écoutons Aliou Sow, président du dit mouvement. Il est au micro de nos correspondants dans la banlieue, Salif Sow, Asmalik Diop. Aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est de rassembler l'ensemble des forces vives de la banlieue pour que nos cartes d'électeurs puissent servir à quelque chose. C'est-à-dire qu'on puisse voir dans les programmes publics un programme spécial pour la banlieue. Parce que la banlieue en a besoin. Ce programme spécial doit contenir des projets de restructuration urbaine pour certains quartiers, des projets d'assainissement pour d'autres quartiers, mais aussi des projets à haute intensité de main-d'œuvre pour assurer un peu l'emploi des jeunes qui sont dans la banlieue. Donc pour toutes ces raisons, nous nous sommes engagés et nous sommes prêts aujourd'hui à travailler avec les autorités de ce pays-là pour que notre rêve puisse être réalisé. C'est-à-dire voir dans les programmes de l'État un programme spécial pour la banlieue qui va en fait booster la banlieue. Nous, la population de la banlieue, nous méritons plus parce que nous sommes fatigués. Et j'ai entendu, comme vous avez évoqué le président de la République, parler de sa seule opposition qui est la demande sociale. Tout ce que nous lui souhaitons, c'est de vaincre cette opposition. Parce que quand on gagne face à la demande sociale, c'est que Pikine sera le principal bénéficiaire. Parlons de la tension qui sévit actuellement au Parti socialiste. Les échauffourées du 5 mars à la maison du Parti socialiste et la dénonciation de Farba Senghor de la gestion solitaire du PDS. Autant de remous, il faut le dire, au dénominateur commun, notamment la guerre de positionnement. Alors question, l'APR secouée dans une moindre mesure, le PS, le PDS, ces formations politiques vont-elles survivre au soubresaut au lendemain des élections législatives? Élément de réponse avec ce récit signé à Diatala. À 6 mois des législatives, sauf changement de calendrier, les formations politiques dites représentatives sont quasiment en proie à des remous. Plus on s'approche des joutes électorales, mieux elles aiguisent les appétits et rendent plus rude la guerre de positionnement. La crise au Parti socialiste qui a atterri à la justice en cache d'autres. L'Alliance des forces de progrès de Moustapha Niasse, ancien socialiste et actuel progressiste, une formation née des entrailles du Parti socialiste, a connu les mêmes soubresauts avec la fronde de Malik Gakou et compagnie. Les mutations dans ces partis ne guettent-elles pas également le Parti démocratique sénégalais, où des langues se sont déliées pour dénoncer ce que certains cadres libéraux appellent la gestion solitaire du coordonnateur national Omar Sarr, ce qui a valu à Farba Senghor sa comparution devant la commission de discipline du Parti démocratique sénégalais. Seule l'APR est épargnée pour le moment par cette guerre de leadership au sommet, même si des grincements de dents se font entendre par moments. C'est grâce à son statut de parti au pouvoir avec un seul chef, en l'occurrence le président Macky Sall, et l'absence de structure dans le parti. Cette accalmie ne va être que de courte durée. Inéluctablement, les investitures pour les législatives vont réveiller les démons de la guerre
dans tous les partis politiques. Certains iront à ces échéances en ordre dispersé et d'autres vont essayer de sauver les meubles le temps des législatives. Aliatala, merci. Parlons agriculture à présent. Destination Mont-Roland, c'est dans le département de Tivaouane. 219 mm de pluie pour cette saison hivernale. Les cultivateurs n'ont rien récolté. Les greniers sont vides. Le maire de la commune, lui, craint des risques de famine avec la longue période de soudure. Le maire, justement, et les populations interpellent l'État sur cette situation. Reportage signé Charanta Diop, Seylatir. 219 mm de pluie pour cette saison hivernale, déficit pluviométrique aussi énorme, Mont-Roland n'a jamais connu un tel désastre. Autre problème majeur, le bassin de rétention qui faisait vivre les villages environnants grâce à l'agriculture et l'élevage à Tari. Ce qui s'est passé réellement, c'est qu'il n'a pas plu à Mont-Roland, c'est ça la réalité. Les personnes les plus âgées, qui ont 80, elles ont dit qu'elles n'ont jamais vu un hivernage pareil. Parce que même les crapauds ou les grenouilles là, personne n'a entendu le cri des crapauds ou grenouilles. C'est la première fois de leur vie qu'ils ont entendu ça. Donc il n'a pas plu, c'est pourquoi il n'y a pas d'eau dans le bassin. Le maire de la commune de Mont-Roland craint des risques de famine avec une longue période de soudure. Qui dit qu'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de quoi à manger dans les maisons, c'est ça la réalité. Voilà. Mais il y en a déjà, je pense que c'est ça la réalité. Je pense que l'État doit quand même faire quelque chose. Je pense que nous on a confiance, donc, parce que quand même il y a les services qui sont là, les services d'État qui sont là. On espère qu'ils vont intervenir pour appuyer en tout cas la commune de Mont-Roland. Parce que comme la soudure va être très longue, aussi bien pour les populations que pour le bétail. Donc la soudure a déjà commencé d'ici le mois d'octobre de 2017 ou le mois de novembre. Ça va être très difficile pour nous. Yves Lamine, le maire de Mont-Roland, se prononçait ainsi en marge du vote de budget de sa commune, lequel budget est arrêté à 407 millions de francs CFA. Les axes prioritaires tournent autour de l'emploi des jeunes et de l'éducation. Si vous avez suivi l'actualité tout au long de la semaine, impossible de rater, on va dire, cette session entre l'industriel français Jean-Claude Mimran et un groupe marocain, Fort Afrique. Les Grands Moulins de Dakar, la compagnie sucrière sénégalaise, vont être cédés à Fort Afrique, une société basée au Maroc. Et depuis, les langues se délient avec des questions, notamment nos entreprises privées ont-elles les moyens, auraient-elles eu les moyens de racheter ces entreprises installées au Sénégal avant les indépendances, et quelle est la partition de l'État dans toutes ces affaires? L'économiste Mamadou Racine Bathily tente de répondre à ces questions dans ce reportage signé Aïssa Toupaï. Grand Moulin de Dakar, compagnie sucrière sénégalaise, bientôt cédée à la société marocaine Fort Afrique. Encore des entreprises qui échappent aux privés nationaux. Que se passe-t-il, professeur? Nos entrepreneurs sénégalais, nos capitalistes sénégalais ne sont pas préparés, ne sont pas outillés pour procéder à l'acquisition du produit. Cette préparation n'est pas seulement financière, elle est aussi certainement une préparation d'accompagnement technique, des conditions d'accompagnement technique, d'accompagnement qui sont une espèce de soutien à l'investissement. Un accompagnement de l'État est-il possible dans ces cas de figure? Préservation de l'existant et à son transfert du patrimoine d'étrangers au patrimoine de nationaux, c'est toute une politique. On peut penser à une nationalisation, c'est-à-dire que du jour au lendemain, au lieu que ce soit une entreprise privée, ça devienne une entreprise publique, mais une nationalisation implique une juste indemnisation, bien sûr. Mis à part les financements, se pose quelquefois un problème de ressources humaines. Est-ce que d'ailleurs le nouveau repreneur financier, est-ce qu'il est un professionnel de l'industrie alimentaire? Est-ce qu'il est en particulier un professionnel du sucre, etc. Mais quand on arrive à ces dimensions de ressources, c'est qu'on importe les ressources humaines qui vous manquent. Leur nationalité précise n'est pas un problème. C'est un peu pour nous autres qui sommes des nationaux, qui raisonnons dans un territoire. C'est pour nous autres
que peut-être peut se poser le problème de la rareté des ressources. Mais même là, à partir du moment où nous aurions acquis une certaine dimension, nous serions en mesure d'emprunter, comme tout un chacun, les ressources humaines. Les entreprises citées vont être cédées à 655 milliards de francs CFA. Elles ont été créées entre 1950 et 1970, désormais entre les mains du Maroc, le secteur privé, national, encore lésé. Après la découverte du gaz et du pétrole au large de Saint-Louis, des acteurs politiques de la vieille ville plaident pour l'érection de Saint-Louis en localité à statut spécial, vu le rôle central que la vieille ville va jouer dans le secteur économique avec l'exploitation du gaz découvert au large de nos côtes. Chergay, le coordonnateur du modèle, pense que le périmètre communal de Saint-Louis est très limité. Selon lui, il doit être revu pour mieux exploiter les ressources, mais aussi développer les secteurs touristiques, agricoles, mais aussi de la pêche. Je propose de l'écouter au micro de Seynou Diop et Habib Sek. Le périmètre communal saint-louisien est un périmètre nain, un périmètre non viable. Aujourd'hui, je pense qu'en raison des ressources dont regorge cette ville, il est normal d'étendre le périmètre communal de la ville de Saint-Louis. C'est faire justice parce qu'on ne peut pas aujourd'hui prétendre être demain une ville qui va porter un peu la croissance dans ce pays-là et être dans ce périmètre communal qui est restrictif. Aujourd'hui, l'intelligence voudrait que les communes qui avoisinent la commune de Saint-Louis s'asseyent autour d'une table, discutent pour trouver des solutions qui sont au-delà de Saint-Louis, mais des solutions qui vont impacter par rapport au développement de ces communes. Donc, l'heure est venue aujourd'hui de se pencher sur l'extension du périmètre communal de la ville de Saint-Louis. L'autre aspect que je vais ajouter, c'est doter notre ville d'un statut spécial. Saint-Louis doit être érigé en tant que localité à statut spécial. Saint-Louis est un grenier agricole. Il est normal que la PR et le modèle discutent sur cet aspect. Mais également, il y a l'aspect de la pêche. Nous savons tous le poids que représente Saint-Louis dans ce domaine. Il y a l'aspect du tourisme. Mais aujourd'hui, je pense un nouveau secteur émerge, c'est le secteur du gaz et de l'énergie. Il est normal également que les Saint-Louisiens réfléchissent. Bienvenue dans la page sportive. Une fois n'est pas coutume, un seul élément au menu de l'actualité sportive, c'est la séance d'entraînement des Lions au lendemain de leur victoire face à la Tunisie 2-0. Les Gaïnés se sont entraînés au stade de Bongoville, une séance de projection, mais aussi et surtout de préparation pour leur prochaine rencontre. Ce sera face au Zimbabwe. Cette séance s'est déroulée en présence de nos envoyés spéciaux, Mamfatou Ndoye, Hamza Diallo. 12 joueurs se sont entraînés lundi après-midi, soit la moitié de l'effectif après la première sortie victorieuse des Lions. 1h30 de travail sur des espaces réduits et devant les buts. Les remplaçants ont pu lâcher les freins sur la pelouse de Bongoville tout en savourant les 3 points acquis contre la Tunisie. Dans un match de football, il y a des temps forts, il y a des temps faibles. Donc, mais le plus important, c'est la victoire qui compte. Parce qu'on avait besoin de ces 3 points pour essayer d'aller vers l'avant le plus rapidement possible. Vraiment, j'étais très content qu'on débute par une victoire. Vraiment, c'était bien de rentrer avec une victoire dans une compétition. Ça a été quelque chose de très bien. On est très content d'avoir gagné ce match. Voilà, comme je l'ai toujours dit et comme on l'a toujours fait, on va essayer de se concentrer le maximum possible pour le prochain match. Essayer de se donner à fond, écouter les conseils du coach et puis voilà. Essayer de gagner le match pour la population sénégalaise. 23 joueurs qui se sont tous concernés par l'objectif, même s'il n'est jamais simple de rester sur le banc, reconnaissent ces remplaçants d'un jour. Ils soutiennent leurs coéquipiers qui sont sur le terrain en attendant leur tour. On est des compétiteurs, on a besoin de jouer. Donc on est une équipe, on est 23, donc ça va vite. On joue tous les 4 jours, donc on a besoin de tout le monde. Donc il faut rester concentré et il faut être prêt. Comme d'habitude, on pousse les joueurs qui sont dans le terrain, comme on a l'habitude de le faire. Ouais. Beaucoup de potentiel. Aujourd'hui, Moussa Konaté
ça ne veut pas dire comme ça qu'on a été sur le banc que voilà, les autres ne vont pas faire la différence. Que ce soit moi, que ce soit les autres, on a tous nos qualités et puis on va essayer de, voilà, comme je l'ai toujours dit, de jouer à nos justes valeurs. Les Lions pensent évidemment à la prochaine rencontre contre le Zimbabwe. Celle-ci peut s'avérer déjà décisive et l'équipe nationale devra jouer sur sa propre valeur. Il faut prendre match par match. Donc là, on a joué contre la Tunisie, c'est fini. Donc là, on se projette vite vers le Zimbabwe. C'est un match difficile, mais ce n'est pas. Ça ne doit pas. On pense que ça ne va pas être comme le match contre la Tunisie. Donc on se concentre et voilà. On sait que ça va être dur, on sait que ça va être un match peut-être de kick and rush, mais on a une équipe qui sait bien se défendre, qui sait bien attaquer. Donc on va jouer sur nos justes valeurs. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h. Ce sera l'affaire de Daniel Diouf. L'info se poursuit sur votre site www.igfm.sn. Tout de suite, avec beaucoup de plaisir, je passe le témoin à Chérif qui est arrivé dans ce studio sur son 31, certainement parce qu'il n'a pas passé la fin de l'année avec nous. Rebonsoir Chérif. Bonsoir.